Alors pour accéder au chantier de l'hôpital du cinquantenaire, nous demandons l'autorisation de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'œuvre du chantier. Malgré la présence d'un interprète, les ingénieurs chinois installés ici en permanence refusent toujours le contact. Des ouvriers congolais terminent aujourd'hui avec les Chinois un chantier entamé par les Belges en 1954. Les Belges, ils ont commencé, puis le projet s'est arrêté. Actuellement, le président, avec son programme de 5 chantiers, il a eu à programmer cet hôpital. C'est comme ça, on va l'achever bientôt maintenant. Alors les Chinois, vous êtes beaucoup dans ce chantier. Comment ça se passe avec eux? Oui, ils nous aident parce que jusque-là, c'est eux qui construisent l'hôpital ici. Mais entre-temps, il y a aussi l'échange de technologies, puisqu'il y a de nouvelles technologies qu'on ne connaissait pas sur place. On est en train d'apprendre. Le Congo est un chantier. Si il y a des autres partenaires qui veulent encore venir s'investir au Congo, ils peuvent venir, la porte est grandement ouverte. C'est en échange de concessions minières à long terme, principalement du cuivre, que les Chinois financent ces grands chantiers congolais, montant estimé 6 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, les Chinois doutent de la fiabilité de ce marché. Le seul qui est accepté de s'en expliquer, c'est ce conseiller économique installé dans un bâtiment tout neuf au cœur du quartier des ministères. C'est une banque chinoise qui finance pour l'instant tous ces travaux d'infrastructure. Si tout va bien, nous aurons le revenu des minerais dans 5 ans maximum. Est-ce que les Chinois sont au Congo pour rester? Ça dépend du climat d'affaires. Pour l'instant, il y a des problèmes. Cela doit s'améliorer. Pour l'opposition parlementaire, en tout cas, le Congo n'a rien à gagner dans ce type de marchandage. Les priorités, ce n'est pas d'avoir un Champs-Élysées à Kinshasa. C'est pas ces quelques routes qu'on fait qui vont résoudre le problème des Congolais. Sur le long terme, nous avons hypothéqué l'avenir de nos enfants, puisque en contrepartie de ces quelques 6 milliards dont on parle maintenant, qui viendraient des entreprises chinoises, il y a l'hypothèque de quantité incommensurable de nos richesses naturelles pour plus de 25 ans. Quand la poussière du 30 juin sera retombée, il sera temps de voir si les Congolais pourront réellement profiter des chantiers de la République. Et pour évoquer cette nouvelle coopération, nous sommes dans la chapelle Sims. Elle a été construite à la fin du 19e siècle. C'est la première église protestante de Kinshasa. C'est aussi un lieu particulièrement serein pour évoquer un sujet qui l'est beaucoup moins. À nos côtés, Lambert Mende, vous êtes le ministre de l'Information, vous êtes aussi le porte-parole du gouvernement. Hu Chozon, vous êtes chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Congo. Alors, la première question pour vous, Hu Chozon, vous parlez très bien le français. Est-ce que ça vous aide à comprendre mieux les Congolais? Oui, madame. Bon, comme je parle français, je bien comprendre les Congolais. Non seulement les Congolais, aussi les francophones. Vous aimez les francophones? Vous avez d'ailleurs été en Belgique pendant 3 ans. Oui, j'ai déjà travaillé au Bénin, au Mali, en Belgique. Et ici, c'est le 4e poste. Voilà, au Bénin, au Mali, donc la Chine très présente en Afrique, mais au Congo, vous avez investi énormément. Pourquoi est-ce que la Chine est tellement intéressée par le Congo? À cause de ses richesses? Non, madame. Comme la Chine intéresse le Congo, ce n'est pas pour les richesses. C'est pour, comme la Chine s'intéresse tous les pays sous-développés de l'Afrique. C'est pour la coopération. Mais ici, vous avez quand même investi 6 milliards de dollars, c'est énorme. Oui, 6 milliards, c'est pour la coopération parce que nous avons bien savoir que le Congo, après la guerre, ils ont besoin de construire beaucoup pour la reconstruction des investissements, comme les chemins, les routes, le chemin de fer, etc. Mais vous allez aussi tirer des gros profits, puisque vous allez avoir les recettes d'exploitation des mines. Ça, c'est la coopération gagnant-gagnant. Comme le gouvernement congolais, ils ont donné une mine pour exploiter. Comme le Congo, comme vous le savez, ça c'est un pays très riche en ressources.
comment utiliser les ressources, comment exploiter les ressources. Ça, c'est très important. Lambert Mende, 6 milliards de dollars investis par la Chine au Congo, vous ne pouvez pas vous en passer. Je pense que nous n'avions pas le choix, compte tenu de la situation post-conflit dans laquelle nous nous sommes trouvés et de la modicité des propositions que nous faisaient nos partenaires traditionnels face aux besoins immenses de reconstruction. Si cette coopération avec la Chine n'avait pas existé, croyez-moi, il aurait fallu l'inventer pour un pays comme le nôtre. Ils vous offrent quoi, les Chinois, en contrepartie de l'exploitation des mines? Ils nous offrent des infrastructures, c'est-à-dire les moyens de remettre en valeur ce pays qui était en train d'aller à volo, de disparaître tout simplement, sans route, sans chemin de fer, sans hôpitaux. Ce pays ne vaut absolument rien pour son peuple. Et donc nous avons voulu que nos ressources minières servent au moins pour la première fois à des choses qui sont utiles pour le plus grand nombre de nos concitoyens. Monsieur Hu, vous construisez des routes et des hôpitaux, mais vous exploitez des mines. Alors c'est quoi? C'est de la coopération ou c'est du business? Ça, on peut dire que c'est la coopération gagnant-gagnant. C'est 3 milliards pour les reconstructions des infrastructures et 3 milliards pour exploiter la mine. Lambert Mende, quand on entend vos commentaires positifs sur la Chine, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la Chine ou les grands investisseurs étrangers au Congo sont en train de remplacer la Belgique ou ont remplacé la Belgique? Mais pas du tout. Il est très difficile de remplacer des partenaires traditionnels comme la Belgique ou d'autres pays occidentaux. Je pense que cette inquiétude n'est pas du tout fondée. Nous, Congolais, et je pense même à nos partenaires chinois, savons très bien que ce qui est en train d'être fait est, disons-le, insignifiant par rapport aux besoins réels de développement de ce pays et par rapport aux ressources naturelles dont ce pays dispose. Et les Belges, justement, que font-ils encore au Congo? On sait que très peu d'entrepreneurs belges sont restés, mais l'État belgique aide encore la RDC. Le Congo est même le premier bénéficiaire de la coopération belge. Un exemple parmi d'autres, cette aide à la justice congolaise, une justice fragilisée par la corruption. Voyez ce reportage. Un beau jour, la mère d'Agnès a pris sa petite fille par la main. Elle est venue ici, dans la boutique de droit d'Avocats sans frontières. Et là, elle a raconté le viol dont Agnès, 6 ans, a été victime. Le violeur est un militaire d'une 60aine d'années. Elle m'a dit que le grand-père d'une de ses amies l'a emmené chez lui. Il s'est déshabillé, il lui a retiré ses vêtements et il a mis son sexe en elle. Moi, je n'ai pas d'argent. C'est pour ça que je suis venue ici. Le violeur, lui, a les moyens de se payer un avocat. En fait, c'est un dimanche à la messe que la mère d'Agnès a pris sa décision. Dans certaines paroisses, à la fin de l'office, 2 membres d'Avocats sans frontières prennent la parole. Ils viennent expliquer aux fidèles le fonctionnement de la boutique de droit. La boutique de droit est un endroit où on peut demander gratuitement des informations juridiques. Alors, tous les dimanches, c'est pareil. La messe est à peine terminée qu'un bureau est installé juste à côté de l'église. Et très vite, les bancs se remplissent. Ils sont nombreux à venir demander un conseil, ils le sont beaucoup moins à aller jusqu'au bout de la procédure. Car beaucoup n'ont pas confiance en la justice à cause de la corruption qui la gangrène. C'est un combat. Arriver à bannir la corruption dans la justice, c'est vraiment un combat. Il ne faut pas qu'ils se découragent, c'est tout à fait normal. Au ministère de la Justice, pourtant, on clame haut et fort que l'on combat la corruption. C'est écrit sur le pagne des secrétaires, mais les résultats ne sont pas encore à la hauteur des espérances. Pour le ministre, l'aide internationale s'intéresse trop peu à la justice. Mais est-ce que dans un pays comme le Congo, 60 millions d'habitants, est-ce à la justice que l'Europe apporte assez? Je dis non, et c'est dommage. Tout se passe comme si tout le monde veut qu'il y ait la justice, mais personne ne fait rien pour y mettre quelque chose. C'est curieux. Tripé, chambre 4, salle 2. Tripé, chambre 4, salle 2.
Pour illustrer ce manque de moyens, nous nous sommes rendus dans un des tribunaux de grande instance de Kinshasa. C'est un des moins mal lotis. Et pourtant, la visite que nous fait faire son président est édifiante. Il n'y a pas d'ordinateur, seulement quelques machines à écrire, venues d'un autre siècle. Et dans les greffes, il faut plusieurs jours avant de mettre la main sur un dossier. Donc, voilà ce que je vous ai dit, que nos dossiers sont par terre. Et avec la pluie qui sointe à tout moment, voilà. Et quand on garde les dossiers comme ça, c'est pour qu'on peut, avec un peu de temps, on puisse les perdre. Et pour lui, ce manque de moyens, c'est la porte ouverte à la corruption des magistrats. Nous avons dit que les juges ne doivent pas avoir les mains longues, c'est-à-dire pas commencer à demander l'argent aux partis. Le juge doit avoir la main rétrécie s'il veut rendre un jugement équitable. Du tribunal, nous partons à la prison de Kinshasa. Chaque semaine, Avocats sans frontières se rend au centre pénitentiaire de Makala. C'est une prison à ciel ouvert, sans portique de sécurité, sans parloir. Les avocats y rencontrent des détenus pour une première prise de contact. Nous n'avons pu filmer que l'endroit où cette rencontre a lieu et encore, une pièce spéciale a été aménagée pour notre venue. Ici, il n'est pas rare que les prisonniers attendent des mois, voire des années, avant de passer devant une juridiction. Selon Avocats sans frontières, il y a d'ailleurs dans les prisons près de 90% de personnes qui n'ont pas encore été condamnées. Et ce n'est pas la seule aberration. Il y a des personnes qui sont en détention provisoire et qui pensent l'être toujours alors qu'elles ont été condamnées et ne connaissent pas la sentence. D'autres ont été acquittées, se trouvent toujours en prison. Et puis d'autres purgent finalement une détention préventive beaucoup plus longue que la condamnation en elle-même. Ce jour-là, la grand-mère de Frida est venue au bureau d'Avocats sans frontières. Elle est venue raconter le viol dont sa petite fille de 8 ans a été victime. Et elle espère bien que ce crime ne restera pas impuni. Et nous retrouvons Lambert Mende, ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement. Et nous accueillons Pierre Dulieu. Vous êtes le directeur de la coopération technique belge au Congo. Lambert Mende, c'est plus facile de faire construire une route par les Chinois que de parler bonne gouvernance et corruption avec les Belges? Nous avons trouvé cette société en l'état où elle se trouvait lorsque nous avons pris en charge le pays après les élections. C'est un fléau, la corruption, nous l'avons reconnu. Nous n'avons pas voulu aborder les choses brutalement. Nous avons fait beaucoup de pédagogie, mais le moment est venu, depuis bientôt quelques mois, où nous avons dit qu'il faut passer à la phase institutionnelle. Des procès sont organisés de plus en plus, à tous les niveaux. Je pense que la justice va frapper. C'est le principe de la tolérance zéro sur laquelle on a tort de gloser, puisqu'on va voir effectivement les ravages que cette campagne va faire dans les rangs de ceux qui croient que tout est permis dans ce pays. Alors Pierre Dulieu, précisément, est-ce que vous avez, vous, déjà été confronté à des problèmes de corruption ici ? Écoutez, j'ai à peu près 30 ans de carrière dans la coopération et dans tous les pays où j'ai travaillé, il y a toujours eu des problèmes de corruption. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose qui est typique du Congo. Elle existe. Maintenant, ce n'est pas de la grosse corruption dans le cadre de la coopération au développement, puisque avec les partenaires congolais, nous avons mis en place beaucoup d'instruments qui permettent de contrôler l'utilisation des fonds publics. Et je pense que ce qui est important ici au Congo, c'est qu'on peut en parler avec nos partenaires congolais. Ça vaut la peine de coopérer avec le Congo? Est-ce que les choses changent tout doucement? Certainement. Certainement. Ce n'est qu'une année que je suis ici, donc. Et depuis un an, je dois dire que nous avons d'excellentes relations avec les différents ministères techniques. Nous avons des experts qui travaillent au sein de ces différents ministères techniques et je constate qu'il existe au sein de ces ministères techniques des Congolais qui regardent vers l'avenir, qui ne traitent plus avec la Belgique comme avant, mais qui se tournent vers le futur. Et nous aussi, c'est ce que nous devons regarder, c'est le futur du Congo. Et justement, un autre Belge, Emmanuel de Mérode, travaille au Congo à la demande du gouvernement. Il dirige le parc des Virunga, c'est une des plus grandes réserves naturelles du pays. Reportage Bernard Leplat. Parc national des Virunga.